On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Valérie Dore qui a participé à la demi-finale de La Voix dimanche dernier. C'est notre Joannaise. Et puis, bon, évidemment, c'est la fin de l'aventure pour elle, fin de l'aventure de La Voix. Même certains ont crié un peu à l'injustice parce que le public était grandement déchiré. Et bon, le coach a penché pour l'autre candidat. Bref, on va tenter le pouls, aussi connaître un peu ses impressions, comment il se sent par rapport à cet épisode de dimanche dernier. Mais maintenant, revenons aux élections de lundi soir parce que du côté de Chambly, le ministre de la Justice du Parti québécois, Bertrand Saint-Arnaud, a été défait par le candidat de la CAQ, Jean-François Roberge. Chambly a maintenant un nouveau député. Il s'appelle Jean-François Roberge de la coalition Avenir Québec. Il a défait le ministre péquiste sortant de la Justice, Bertrand Saint-Arnaud. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Bonsoir, merci, ça me fait plaisir. Êtes-vous probablement heureux? Oui, mais surpris de votre victoire? Vous avez défait un ministre? Oui, surpris, non, satisfait. Je suis entré hier soir là, dans la salle du Rassemblement national relativement confiant. C'était pas dans la poche. Je me disais, on a peut-être une chance sur deux. Mes militants étaient extrêmement enthousiastes. Pour eux, c'était réglé, on rentrait. Le pouls était très bon. Mais je me méfiais un peu de ça. Je me gardais une réserve. Je me disais une chance sur deux. Donc, je suis ni surpris, mais je ne l'attendais pas non plus avec certitude. J'étais certain d'une chose, là, ce serait en bas de 1000 voix. C'était M. Saint-Arnaud avec une mince majorité ou moi en bas de 1000 voix. Donc, À chaque élection, lorsqu'il y a quand même des changements plus profonds et qu'on voit des ministres quand même bien en vue, qui sont appréciés, tomber les uns après les autres. C'était le cas de M. Saint-Arnaud, M. Duchesne, puis il y en a eu d'autres, M. Blanchet à Drummondville. On se dit, quand les ministres commencent à tomber, c'est parce qu'il se passe de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les gens se sont mis à nous écouter à partir du milieu de la campagne. Alors, on dirait qu'on a pu parler un peu plus des idées, on a pu débattre de choses. Les gens étaient curieux. Moi, j'étais sur le terrain là, à faire du porte-à-porte, à rencontrer des gens comme ça dans la rue. Et les gens, plutôt que de dire je vous appuie ou je vous appuie pas, ils nous posaient des questions. Qu'est-ce que vous dites donc sur les commissions scolaires? C'est quoi votre affaire de projet Saint-Laurent? Là, il avait lu le journal local, il m'interpellait sur mon engagement. Donc, il y avait une curiosité, une soif là, de connaître. Ils étaient ouverts d'esprit. Puis à ce moment-là, bien, je pense qu'on gagne à être connu à la coalition. Donc, on est le parti des idées. Tout le monde le dit. Quand les gens l'écoutent, bien, ça fonctionne. Donc, vous avez gagné Chambly avec 400 voix de majorité sur M. Saint-Arnaud en pourcentage. 34,2 pour vous, ouais. 33,1 pour M. Saint-Arnaud et Mme Ferdinand du Parti libéral, 22,2 %. Donc ça, c'est les pourcentages, 400 voix de majorité. Est-ce que vous vous êtes pincé hier soir pour voir, ou même encore ce matin, voir si c'était vraiment vrai? Plusieurs fois pendant la soirée, là, ça a été monté comme un bon film d'Hollywood. Il y avait un film popcorn, là, au début, même, je crois que c'est Radio-Canada qui avait annoncé M. Saint-Arnaud gagnant. Je trouvais qu'il allait vite. D'ailleurs, il y a eu un problème dans le système informatique de Radio-Canada parce que pendant le milieu de la soirée, vous étiez en avance, mais c'était marqué Saint-Arnaud élu. Oui, c'est ça, c'était spécial. Comme on dit, un glitch. Oui, un petit quelque chose. Mais donc, je trouvais qu'il était vite en affaires, mais je me disais, écoutez, ça se peut, je le prenais pas pour acquis. Je me disais, bon, ça se peut que M. Saint-Arnaud l'emporte, là, je n'allais pas contester en partant comme ça. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, son avance diminuait jusqu'à ce que, finalement, c'est le BVA qui, au départ, là, le vote par anticipation, qui a été ouvert en premier. Et c'était des gens qui savaient déjà pour qui ils allaient voter avant que la campagne commence. Donc, ils n'étaient pas très ouverts aux nouvelles idées, ces gens-là. Là. Il y a eu un phénomène de ce que moi j'appelle de vase communicante. Parce que dans le cas de la région de Québec, qui était quand même relativement acquise à la CAQ, il y en a encore quelques-uns, là, mais vous avez perdu quelques sièges aux mains des libéraux. Or, dans le 4-5-0, c'est là que vous avez fait des gains, notamment à Rive-Nord et Rive-Sud, notamment Iberville, Chambly, Bordua, il y en a d'autres, là, où là, c'est plutôt le phénomène inverse, c'est-à-dire que la CAQ a enlevé des votes au Parti québécois. Là, on se ramasse aujourd'hui quand même avec un gouvernement libéral majoritaire. Vous êtes un nouveau député d'opposition. Ce n'était pas votre première campagne électorale non plus. Vous allez faire quoi dans l'opposition? Bien, on va être constructif. On l'a toujours été. Ça fait 2 ans et demi que la coalition était dans l'opposition. Et puis, ça ne nous a pas empêché de déposer des projets de loi, de critiquer ce qui n'avait pas d'allure, mais de voter quand ça avait de l'allure aussi. Là, le projet de loi sur les mines qui avait passé,
grâce à la coalition. Donc, on va continuer notre travail d'opposition sérieuse, mais constructive. Puis, concrètement, dans le comté, bien, on va travailler pour les citoyens aussi. Là. Il y a des dossiers qui ont été amorcés, il y a des choses qui attendent sur le bureau, puis on va travailler pour faire avancer les dossiers, tout simplement. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait minimalement une transition entre le bureau de M. Saint-Arnaud et le vôtre au niveau des dossiers régionaux? Bien oui, moi, je travaille pour les citoyens. Je suis certain que M. Saint-Arnaud là, travaillait pour les citoyens aussi. Je suis certain de sa collaboration. Je lui ai parlé aujourd'hui. Je voulais le remercier pour le ton de la campagne qui s'est fait de façon quand même assez respectueuse à Chambly, en fait très respectueuse. Et je voulais le saluer. Je pense qu'il a contribué, il a apporté quelque chose. Et puis, c'est un gentleman. Je ne parlerai pas contre M. Saint-Arnaud ici. Là. Et il m'a assuré de sa collaboration. J'en attendais pas moins de sa part. Donc, les citoyens de Chambly ne feront pas l'objet d'une guéguerre de politique. Là. On va travailler pour eux. Bon, vous êtes dans le domaine de l'enseignement. Oui. Vous êtes professeur, enseignant. À quel endroit déjà? À la Chanterelle, à Saint-Basile-le-Grand, dans le comté. Bon, dans quelle matière déjà? 5e année titulaire, hein, donc français, histoire, géo, voilà, à peu près toutes les disciplines. En quoi ce bagage d'enseignant va-t-il vous être utile dans vos nouvelles fonctions de député? Mais moi, je me suis toujours considéré comme un vulgarisateur, comme un communicateur. C'est essentiellement ça notre travail là, comme enseignant. Alors, je pense que ça m'a servi dans mes implications politiques antérieures, puis que ça va me servir encore aujourd'hui pour expliquer mon point de vue, pour convaincre, là, en ce moment, le Parti libéral de ne pas négliger le comté de Chambly, de vulgariser les enjeux. Je pense qu'être un bon enseignant, ça va être un bon vulgarisateur, un bon communicateur, puis ça fait partie des qualités qu'on cherche chez un bon politicien. Bon, vous êtes 22 députés, donc probablement que tous et chacun dans le cabinet fantôme, M. Legault va vous confier là, des mandats de porte-parole. Qui sait, peut-être qu'il va vous nommer porte-parole en matière d'éducation. Moi, la question que je me pose souvent, vous êtes un enseignant, et souvent on pense à tort, peut-être à raison, mais plus souvent à tort, que les enseignants sont souvent des syndicalistes de gauche, sont plus avec Québec solidaire, le Parti québécois, qu'avec l'étiquette de la CAQ. Oui, bien, étiqueter les gens, là, non, c'est très souvent une erreur. Des fois, on pense que les professeurs sont, disons, plus à gauche que la moyenne des ours, là. Oui, bien, je ne sais pas, je n'ai pas sondé les ours, non. mais sincèrement, c'est pas parce qu'on est syndiqué qu'on est ultra syndicaliste. Et en passant, le syndicat des enseignants fait 90 du temps un excellent travail. Je n'irai pas parler contre le syndicat des enseignants. Bon, c'est pas ça l'enjeu. La coalition non plus, on n'est pas anti-syndicaliste, c'est pas ça le travail. On est pour les citoyens. Quand quelqu'un exagère, la coalition se lève. Les syndicats sont un lobby. Ils ont un travail à faire. S'ils vont trop loin, ils vont nous trouver sur leur chemin. Même chose pour le patronat. Même chose pour les groupes environnementaux ou pour n'importe quel groupe. Là. Donc, je ne vois pas du tout de contradiction à être un enseignant à la Coalition Avenir Québec. Là. Je suis un enseignant, on enseigne avec nos valeurs, puis la Coalition répond tout simplement à mes valeurs profondes. En tant qu'enseignant, êtes-vous critique du modèle d'éducation que l'on a au Québec? Parce qu'on le sait, votre propre parti prônait l'abolition des commissions scolaires. Donc, vous-même, qui êtes dans cette business de l'enseignement, quelles sont les critiques ou les commentaires que vous avez à formuler sur le monde de l'éducation au Québec? Bien, je vais reprendre un peu ce que dit la Coalition. Là, on pense qu'il y a trop d'argent dans les structures en enseignement. Et ça, comme vous le voyez au quotidien? Oui. Oui. En enseignement, comme dans bien d'autres choses, là, il y a trop d'argent dans les structures, il y a de l'argent qui se perd, il y a une fausse redevance, imputabilité, excusez-moi, où on fait beaucoup de papiers pour quelqu'un qui va regarder les papiers, vérifier si c'est rempli comme il faut. Là, c'est un peu la maison des fous d'Astérix là, dans ce domaine-là, comme dans d'autres. Plus concrètement aussi, je pense qu'il y a du nivellement par le bas. Pas dans toutes les écoles, pas tous les professeurs, mais c'est une culture qu'on retrouve un peu trop en enseignement. À la Coalition, nous, on est plus pour l'excellence, pour le dépassement de soi. C'est quelque chose qui
qui vient me chercher un petit peu. Je pense qu'il faut trouver le potentiel de chacun puis amener chaque enfant à se dépasser. Parce que souvent, c'est pas ce qu'on fait en ce moment partout dans toutes les classes. Parce que souvent, comme parents, quand on va à la remise des bulletins et on discute avec les professeurs, que ce soit au primaire ou au secondaire, on sent souvent que les enseignants sont critiques à l'égard du système. Puis là, le prof nous dit, bon, bien là, cette année, ils nous ont changé de programme. Puis là, le programme, on ne l'aime pas, mais il faut l'enseigner pareil, puis ainsi de suite. Donc, on sent des fois que dans votre travail, il y a des frustrations à l'égard de certains trucs qui vous sont imposés. Là. Oui, mais ça, c'est justement, c'est parce que les enseignants ne prennent pas assez part aux décisions. Les décisions sont prises par des administrateurs, par des gens qui ont peut-être déjà enseigné il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais qui ne sont plus dans les classes. Nous, quand on dit qu'on veut valoriser la profession enseignante, là, c'est ça. On veut décentraliser la prise de pouvoir pour que les décisions se prennent dans les écoles, par les enseignants. Donc, oui, effectivement, ce que vous me dites, là, c'est ce qu'on vit. Comme professeur, on a l'impression des fois qu'on est des professionnels ignorés, puis tassés au nom de spécialistes qui ne vont jamais dans les classes. Là, en devenant député, donc, ça veut dire qu'il y a des élèves qui vont être orphelins? Ah, mes petits cœurs, je les aime. Oui, vraiment. Je pense, je vais être un enseignant député pour au moins 4 ans. Là, je les ai dans le cœur, les élèves. Je n'ai pas quitté l'enseignement parce que j'étais tanné d'enseigner. C'est juste parce que c'était pas possible de faire les deux en congé dans le dernier mois. à la fois. Ouais. Non, j'ai enseigné presque à temps plein toute la campagne. J'ai pris, je pense, une journée de congé. Là, vous allez être assermenté probablement après Pâques. Ça s'en et vient. part fin avril. Est-ce que vous souhaitez finir l'année scolaire ou ça va être difficile? C'est impossible. C'est carrément illégal là, depuis l'élection. Mon employeur, c'est l'Assemblée nationale. Là. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est à peu près ça. Donc, je vais aller visiter mes élèves. Je vais aller faire une transition professionnelle avec la personne qui va terminer l'année. Mais je suis obligé d'arrêter en milieu d'année, ce qui est difficile pour moi parce qu'on sait que les enfants ont besoin de stabilité. Là. Disons que j'aurais préféré que les élections aient lieu le 1er juillet. Vraiment. Mais là, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. C'était impossible pour moi, mais j'aime pas l'idée de quitter ma classe en plein milieu de l'année. Là, vous allez évidemment subir plusieurs formations là, du côté de Québec, l'éthique, comment devenir un bon député, former son bureau de comté. Bref, ça vient tout avec. Là. Donc là, vous allez devoir, comme on dit, vous installer. L'été va arriver, puis après ça, au retour des vacances, vous allez être, comme on dit, bien en selle. Oui, mais il va y avoir comme on dit, un défi de logistique, mais j'essaie de... Moi, je suis ambitieux, puis j'ai l'impression... Je veux régler ça en 2-3 semaines, là. Les bureaux vont être installés, j'aurai l'attaché politique, puis rapidement, là, je veux prendre en main les dossiers des citoyens puis les faire avancer. Je ne veux pas attendre en septembre avant de faire mon travail de député. Là. Ça, rassurer que votre chef ait décidé de rester? Extrêmement. Ben, en fait, rassurer. Je m'attendais à ce qu'il reste, là. J'aurais été extrêmement surpris si M. Legault avait perdu, premièrement. J'étais certain qu'il allait rentrer. Et il nous l'avait dit, de toute façon, en caucus, là, que s'il était élu, évidemment, il resterait. Donc, M. Legault, c'est une personne de parole. Je n'ai jamais douté du fait qu'il resterait une fois élu. Je suis allé avec lui depuis le départ et je vais aller plus loin. J'ai l'impression que dans 4 ans, on va surprendre pas mal plus que j'ai surpris dans Chambly. M. Roberge, félicitations encore une fois. Meilleure des chances pour votre mandat de 4 ans. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit l'une des participantes à la voix, la Johannaise Valérie Dore. Vous étiez probablement plusieurs milliers, voire des millions de téléspectateurs dimanche dernier à surveiller cette demi-finale de La Voix où la Johannaise Valérie Dore était bien sûr de cette compétition. Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. C'est la fin de l'aventure, La Voix, mais c'est le début de quelque chose d'autre. Oui. J'ose espérer. Donc, c'est sûr qu'à La Voix, disons que j'ai mis beaucoup d'outils dans mon sac. Et maintenant, je vais me servir de ça pour composer, évidemment, un nouvel album et aussi pour faire une tournée de spectacle cet été.
Comment as-tu vécu tout ce processus-là? Parce qu'on s'était vu au début de l'aventure, Oui. même si techniquement c'était préenregistré depuis quelques semaines. Là, il y a eu l'épisode des directs. Tu t'es rendu jusqu'à la demi-finale. Et très honnêtement, il y a plusieurs personnes dimanche dernier qui étaient un petit peu en bout fusil. Parce que quand on regarde la répartition, 52-48, ça c'est le vote du public, Oui. donc c'était pratiquement à égalité. Le coach a préféré ton concurrent. Toi, comment tu as vécu ça à ce moment-là? Bien, c'est sûr, pour être honnête avec toi, sur le coup, la répartition des points, c'est sûr que ça m'a blessée, ça m'a surpris parce que j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir livré tellement ce soir-là. Sur tellement d'aspects. Donc, c'est sûr que ça saisit, ça blesse un peu, c'est sûr. Mais tout de suite après, quand j'ai eu le vote du public qui était presque ex aequo, bien, c'est venu mettre comme un baume sur la plaie finalement et ça m'a vraiment réconfortée parce qu'en fait, moi, ma grande inquiétude, c'était de savoir si le public était prêt à recevoir un artiste comme moi, s'ils allaient apprécier ce que je faisais à travers la différence, parce que c'est sûr que j'arrivais avec une proposition qui était peut-être pas nécessairement habituelle. Donc, c'est vraiment là-dessus que je me suis concentrée et c'est ce qui m'a fait le plus plaisir. Donc, ça m'a aidé par la suite à tout de suite me concentrer sur le positif. Tu dis blessée, surprise aussi à la fois. Oui. Est-ce que tu penses que dans la tête du coach, la décision était déjà prise avant même la prestation ou est-ce que tu penses que c'est vraiment le moment présent? Ou, Exactement. Je pense que c'est plus une question de moment présent. Puis je pense qu'en fait, si le coach avait pu mettre 50-50, il l'aurait fait. Mais il était dans une position où il devait choisir. Puis, tu sais, je veux dire, on est sous tellement de pression, ça se passe tellement vite. Donc, je ne sais pas pourquoi il a pris cette décision-là. Donc, je ne parlerai pas à sa place. Mais je pense qu'en fait, la déception, c'est plus vraiment dû au fait que tu viens de faire une performance où est-ce que tu as tout donné, tu as mis ton cœur sur la table, tu sais, je veux dire, j'ai quand même mixé un vieux classique des Beatles avec du beau dommage. J'ai livré cette performance-là, tu sais, avec tout mon cœur, tout mon amour. J'ai tourné sur moi-même, tu sais, sans perdre la justesse, tu sais, puis j'étais tellement sincère dans mon message qui était, tu sais, même si je suis pas parfaite, est-ce que vous allez m'aimer quand même? Cette espèce de message aussi rassembleur. Donc, pour moi, c'était comme un grand moment. Fait que c'est sûr qu'après avoir vécu ça, et puis là, de recevoir comme le verdict, tu sais, c'est sûr que ça tu sais, en toute honnêteté, c'est sûr que ça blesse, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Tu sais, le métier de chanteur, c'est ça aussi. Là, en même temps aussi, la façon dont le concours est formaté avec les pourcentages que les coachs doivent donner, puis même lundi matin, ça a fait une petite controverse. J'entendais des commentaires des chroniqueurs culturels qui disaient évidemment que tu aurais dû être choisi et que la personne qui était en compétition contre Johan également aurait dû être choisie. Donc, on sent que le public n'est pas toujours d'accord avec la décision du coach. Et même dans certains cas, la note du public est plus élevée de beaucoup. Là. Puis bon, des fois, ça fait pencher ou non, là, tout dépendant. Bien, c'est parce que ce qu'on réalise dans ce genre de contexte-là, c'est que l'émission s'appelle La Voix. Donc, on s'attend à ce que ça soit la voix qui soit jugée, on s'attend à ce que ça soit la performance, mais finalement, ce qui arrive, c'est que des fois, il y a d'autres éléments qui viennent à l'encontre je dirais, l'essence même de l'émission, tu sais, dans le sens où est-ce que Marie-Ève, moi, j'ai vu sa performance et cette fille-là, cette jeune femme-là, s'est écorchée sur la scène. Sa performance était parfaite, c'était tellement touchant, c'était tellement beau, c'était tellement senti. Et elle a atteint une profondeur qui était, selon moi, plus grande que celle de la personne contre qui elle était. Et ce qu'on peut en déduire, c'est que le charme de cette personne-là, finalement, a un peu comme joué pour beaucoup dans une compétition où est-ce qu'on essaie de juger la voix. Mais, tu sais, son opposant a une voix qui est particulière aussi. Mais c'est qu'on se met à comparer des choses qui n'ont pas nécessairement rapport l'une envers l'autre, qui sont tellement opposées. Donc, à la fin, ça devient une question de goût et sans barème précis.
Donc, finalement... C'est ça, quand tu gagnes, tu es heureux. Évidemment, quand c'est pas toi qui es choisi, c'est autre chose. C'est ça, mais c'est que tu peux pas... Ça fait pas de toi nécessairement une moins bonne personne ou un moins bon artiste, en fait. C'est simplement dans le contexte, dans une espèce ça, de dans le situation où est-ce que... Parce que même, il y en a qui ont été éliminés pas mal avant toi. Oui, exactement. Qui avaient aussi une valeur intéressante. Là, Exactement. Donc, à la fin, ça devient plus comme une espèce de concours de popularité, finalement. Tu sais, un peu le contexte de la voix vient un peu s'effacer avec la popularité, le goût du public et Tu autres. pratiques quand même ce métier-là depuis plusieurs années. Participer évidemment à toutes sortes d'événements. Bon, on n'a qu'à aller sur ton site Internet Oui. qui est fort élaboré. Bref, donc on voit que tu n'as pas commencé hier, Non. visiblement. Donc, c'est longtemps que tu roules ta bosse. Est-ce que tu as senti, toi, qu'à chaque présence, à chaque fois qu'on t'a vu, entendu à la voix, est-ce que tu as senti comme comme on dit, L'évolution, si je peux me l'évolution, permettre. l'impact dans le public? Est-ce qu'à chaque fois, donc, que tu as une visibilité à l'écran, est-ce que tu sens que l'aiguille bouge? Bien, ça, je peux pas le dire vraiment. Parce que, en fait, le seul endroit où j'ai pu voir peut-être un petit peu disons, l'appréciation ou la réaction du public, c'était sur les réseaux sociaux. Mais même encore, les réseaux sociaux, en fait, c'est quoi? C'est 2,5 millions de personnes qui regardent l'émission. Et sur les réseaux sociaux, c'est environ 200 000 personnes qui manifestent réellement leur opinion. Donc, finalement, c'est un très petit pourcentage. Et dans la vie de tous les jours, c'est ça, il n'y a pas 2 millions de personnes qui sortent pour me dire « Hey, on t'a vraiment aimé ». Donc, l'impact n'est pas direct. Je ne pourrais pas vous dire vraiment, je ne l'ai pas vraiment ressenti. La seule chose que j'ai ressentie, par contre, c'est moi-même l'évolution que j'ai fait à travers cette émission-là et la réaction des gens autour de moi. Quand on parle d'évolution, parce que, bon, visiblement, je pense qu'au niveau du talent, personne qui va contester ça. Mais l'artiste en toi, tu sais, Oui. comme le choix de chanson, tu disais, faire un mix là, des Beatles puis de Beau Dommage, ou même à ta première prestation, aux auditions à l'aveugle. Oui. Donc, j'ai l'impression que tu aimes surprendre. Ben oui. Sortir du lot, faire d'autres choses qu'on n'a jamais entendues. Là. Bien, en fait, moi, c'est parce que la musique qui m'a le plus influencée, c'est le hip-hop, le rap, le R&B, tout ça. Et c'est une culture, justement, qui aime mélanger les genres et qui aime surtout recréer à partir de ce qui a déjà été fait, donc le sampling. Donc, dans ma mentalité artistique, si je peux dire, il y a cette espèce d'intérêt-là de juste aller rechercher un vieux classique, de s'en inspirer et de le remettre à la saveur du jour. On appelle ça le remix, finalement. Ouais. Et c'est ça qui surprend, c'est d'aller chercher quelque chose qu'on ne s'attendait pas à ce que ça puisse fonctionner. Donc, c'est une partie, disons, de ma créativité que j'aime bien exprimer de cette façon-là. À quoi ressemble ton agenda des prochains mois? Bien là, c'est sûr qu'on va se concentrer sur justement performer le plus possible. Donc, il y a quelques spectacles qui se sont bookés et il y a surtout des vitrines aussi qu'on va aller faire, évidemment, pour essayer de m'exposer le plus possible et surtout la composition d'un album. Donc, je vais vraiment travailler sur écrire des chansons, continuer à peaufiner mon univers musical, puis ensuite le présenter au public. Bon, on dit souvent qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Oui. Donc, est-ce que pour toi, il y a comme, je ne dis pas un sentiment d'urgence, mais disons un sentiment d'agir assez rapidement, là? Parce qu'on le sait, parfois, le succès est éphémère, les gens oublient, puis ainsi de suite. Là, donc, comme on dit, profiter là, de la visibilité. Bien, en fait, moi, j'ai déjà fait un premier EP, justement, sous pression, et ça n'a pas donné un si bon résultat. Donc, j'ai l'intention, sans prendre trop mon temps, je vais mettre ça comme en priorité, mais j'ai l'intention de le faire bien, tu sais, de juste comme prendre le temps vraiment de choisir les bonnes chansons, de composer assez de chansons pour avoir un bon bassin de sélection, puis vraiment pouvoir être fière de ce que j'ai fait. Là, le fait donc d'avoir été techniquement éliminé, est-ce Oui. que tu es libéré automatiquement des productions J? Est-ce que tu retournes avec ta gérance? Bien, ma gérance ne m'a jamais quittée. Donc, ça, c'est elle a resté. toujours été avec moi. Claudia Lavallée est toujours là. Et en fait, c'est que tant et aussi longtemps que Production J ne va pas me libérer, je suis encore quand même sous leur tutelle, si je peux dire. Puis il y a encore des projets aussi qu'ils me présentent qui viennent d'eux. Donc je crois que je peux me permettre de dire que vraiment, malgré tout ça, j'ai vraiment eu une chance de participer à cette émission-là. Puis j'en retire vraiment que du positif. Est-ce que tu as fait tes projections pour dimanche prochain?
Non, je n'ose pas. Non, il n'y a rien de garanti dans tout ça. C'est un jeu, il faut s'amuser, il faut accepter les règles, et il faut surtout essayer de tirer son épingle de ce jeu. Donc, je souhaite vraiment simplement bonne chance à tous les candidats qui participent parce que je suis obligée de dire que c'était quand même vraiment un honneur de faire partie de ces 8 finalistes-là qui étaient tous extrêmement talentueux. Parce que tu sais que la région était drôlement déchirée. Là. Écoute, si la région était déchirée, imaginez comment moi j'étais déchirée. Oui, j'imagine. Bien, Valérie, on va te souhaiter évidemment la meilleure des chances. Merci beaucoup. Je pense que je me fais un peu le porte-parole parce que, comme je te dis dimanche dernier, je pense qu'il y a bien des gens dans leur salon qui étaient un peu en maudit. Tu n'étais pas d'accord avec le coach. On aurait souhaité que tu fasses partie de la finale, mais visiblement, ton talent a été découvert. Puis je pense que les gens ont hâte d'en entendre davantage. Mais j'espère bien. Moi, j'ai hâte de rencontrer les gens. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous quand viendra le temps de vous livrer mon amour sur CD. Oui, et je sais que tu as rencontré des étudiants à la polyvalente Racicot il n'y a pas longtemps. Hein? Oui, exactement. J'en ai entendu parler. Oui, oui, oui. Et justement, je suis allée leur présenter un message de persévérance. Ils ont dit, c'est une ancienne élève de l'école, regardez ce qu'elle a fait aujourd'hui. Exactement. Puis là, visiblement, tantôt, il y a des personnes qui ont marché, puis à chaque fois, ils se tournaient de regarder. Donc, comme un aimant, là. Ah oui? Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup, Valérie. Merci à vous. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Maladie d'Alzheimer, prévention. Il y aura une conférence qui va se donner le mardi 22 avril à 9 h le matin à la salle de l'Âge d'Or du côté de Marieville. Pour information, vous avez le numéro de téléphone à l'écran. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu qui vous résume en extrait les travaux du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine. C'est dimanche matin 9 h 30. Faites attention, il y aura une exception pour le dimanche de Pâques. La carte pleine, au lieu d'être à 2 000, elle sera à 2 500 $ uniquement pour ce dimanche de Pâques. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre par courriel, Éric Lato en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet et aussi, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye bye.